Je vous souhaite à tous la bienvenue au nom du Collège des Bernardins à l'Institut thomiste qui donc a organisé cette année 5 tables rondes en soirée pour honorer la mémoire de saint Thomas dans cette année de son centenaire. C'est une grande joie d'honorer saint Thomas d'Aquin dans ce lieu qui lui est lié physiquement, historiquement, puisque vous savez ou vous ne savez pas, que ce bâtiment a été construit vraiment à l'époque où saint Thomas était lui-même parisien pour ses études d'abord et puis ensuite comme enseignant. Cette commémoration nous invite aussi dans ce lieu qui est à la fois dédié à la transmission de la foi et puis aussi au dialogue entre la foi et la culture contemporaine, de mieux mesurer comment saint Thomas a une pensée qui est toujours une ressource actuelle. Et la conférence de ce soir s'y prête particulièrement puisqu'elle traite des disciples de saint Thomas d'Aquin au XXe siècle. Le sujet de la conférence de ce soir et des échanges de ce soir me font penser à un texte de Léon XIII qui dit ceci au sujet de l'actualité de saint Thomas et de sa fécondité. L'angélique docteur a considéré les conclusions philosophiques dans les raisons et les principes mêmes des choses. Or, l'étendue de ces prémices et les vérités innombrables qu'elles contiennent en germe fournissent aux maîtres des âges postérieurs une ample matière à des développements utiles qui se produiront en temps opportun. Et puis un peu plus loin, il dit la même chose pour la réfutation des erreurs. Ce grand docteur est arrivé à ce double résultat de repousser à lui seul toutes les erreurs des temps antérieurs et de fournir des armes invincibles pour dissiper celles qui ne manqueront pas de surgir à l'avenir. Voilà, donc le rôle d'un pape, c'est de prononcer des paroles stimulantes, et le rôle des spécialistes et des connaisseurs, c'est d'évaluer leur vérité et de la manifester. Je vous remercie beaucoup de tous les éclairages que vous nous donnerez ce soir. Merci. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à vous tous, merci de votre présence. Bienvenue en particulier aux habitués de toutes les activités du chapitre parisien de l'Institut thomiste, aux fidèles de notre cycle saint Thomas d'Aquin au Collège des Bernardins. Je remercie tout particulièrement les représentants de ce collège, le père Grégoire Frassard et Félix Reich, qui nous font l'amitié et l'honneur de nous recevoir donc ici, dans ce lieu extraordinaire fondé par d'authentiques chercheurs de Dieu au XIIe siècle et toujours animés de ce même esprit. Bienvenue aussi aux étudiants et aux jeunes professionnels qu'on distingue peut-être dans cette assemblée clairsemée du mois de mai, peut-être aussi par des obligations semestrielles pour beaucoup d'entre nous, ou peut-être aussi parce que nous reconnaissons quand même quelques têtes au fond. On en reconnaît bien sûr ceux de l'école normale, qui sont pas très loin, ceux de la Sorbonne ou même de Sciences Po. Bienvenue à vous tous et bienvenue aussi du reste à tous ceux qui nous suivent par Internet et dont on connaît et dont on mesure aussi surtout la fidélité et l'engagement. Je m'appelle Paul, donc, et suis avec beaucoup de jeunes ici, l'un des jeunes qui participent au développement en France de l'Institut thomiste. L'Institut thomiste est une initiative extraordinaire fondée aux États-Unis et dont nous faisons un des relais ici à Paris. Ce soir, l'occasion est extraordinaire là aussi, et la joie est grande de recevoir 3 invités de qualité assez unique pour nous éclairer sur le sujet qui va nous occuper, à savoir avancer davantage dans la compréhension toujours plus fine de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Tout d'abord, avec vous, monsieur le professeur Florian Michel, qui nous accompagnait ce soir. Peut-être certains de vos élèves sont-ils dans cet auditorium. Vous êtes né en 1978, vous êtes agrégé et docteur en histoire contemporaine, passé par l'école pratique. Vous enseignez donc actuellement en Sorbonne l'histoire du catholicisme contemporain et des relations internationales. Votre activité de recherche vous a notamment emmené du côté de la pensée de Jacques Maritain. Nous aurons probablement l'occasion d'y revenir ce soir. Sont parus récemment 2 de vos ouvrages, À la droite du Père, Les catholiques français et les droites de 1945 à nos jours aux éditions du Seuil, dont on recommande la lecture, un très bel ouvrage, ainsi que l'édition scientifique que vous assurez des premiers volumes des œuvres complètes d'un nom dont on va aussi peut-être beaucoup entendre parler ce soir, Étienne Gilson, chez Vrin. Ce qui peut-être n'est pas sans vous rapprocher du frère Thierry Dominique, qu'on va évoquer à l'instant. Également avec vous, ce soir, frère Marc Millet de la province dominicaine de France, mais également de la commission léonine. Double raison extraordinaire là aussi de vous recevoir,
La commission léonine, comme vous le savez probablement, c'est cet organe voulu par le pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle, qui a pour vocation assez subtile et particulière de suivre l'édition critique des œuvres de saint Thomas d'Aquin. Votre engagement, chers frères, au sein de cette commission se double d'une autre casquette, on pourrait dire, au comité de rédaction de la revue des sciences philosophiques et théologiques, où vous déployez là une expertise reconnue en histoire des doctrines médiévales et en étude des textes latins du Moyen-Âge. Nous verrons comment cela peut nous éclairer. Enfin, avec vous, frère Thierry-Dominique Imbrecht, qui allait bientôt prendre la parole. Beaucoup vous connaissent peut-être, car, cher frère, vous êtes un frère prêcheur de la province dominicaine de Toulouse, né en 1962, docteur en philosophie et en théologie, habilité à diriger des recherches en philosophie, spécialiste, là aussi, de l'œuvre du philosophe Étienne Gilson, et, entre autres choses, récipiendaire du prix d'Hémolombe de l'Académie des sciences morales et politiques, enseignant à l'Institut catholique de Paris ainsi qu'au Studium de Bordeaux. Beaucoup de choses, on pourrait dire, mais pas que ça. Vous êtes également romancier, car, on pourrait dire, dans cet ordre-là, est paru aux éditions Artege, un ouvrage là aussi fantastique, En attendant le paradis, sans méditation pour les moments perdus. Essayons donc ce soir de ne pas être perdus et d'en savoir davantage sur saint Thomas d'Aquin. Et pour ça, il s'agira peut-être dans un premier temps d'introduire très très brièvement 2 points. Premièrement, rappeler l'objectif, comme l'a fait le père Froissart, de ce cycle de conférences qui n'est pas sans se rapporter à celui plus long, jusqu'en 2025, du triple centenaire de la naissance, de la mort et de la canonisation de saint Thomas d'Aquin. C'est un événement qui est célébré de par le monde entier et qui est soutenu par l'ordre des prêcheurs et dans lequel nous sommes en filiation. Précisément, c'est à ce titre que nous allons ce soir explorer la fécondité de la pensée thomasienne, et en particulier au travers de ses disciples du XXe siècle. Nous allons le voir, il y a là de vastes champs à cartographier, qu'il s'agisse de ce que l'on entend d'abord par le sens même d'une actualité de la pensée de Thomas. Qu'est-ce que c'est que cette actualité ? De ce que recouvre le moment néothomiste, par exemple, des années 1920, des débats, par exemple, quant au statut de l'ontothéologie dans les années 1960, ou encore de la contribution des commentateurs de la pensée de Thomas au déploiement de la pensée, de la densité de la pensée même de ce même saint Thomas d'Aquin. Bref, voici donc nos invités, un programme très dense, très riche, et je crois que dès à présent, nous pouvons commencer par chaudement applaudir tous nos invités qui nous font la joie d'être ici. Sans plus tarder, parce que l'heure tourne, je passe la parole à monsieur le professeur Florent Michel pour un temps d'exposé. Merci. Merci, monsieur le président de séance. Merci au père Grégoire Froissart de nous accueillir ici au Bernardin. Et merci également à l'Institut thomiste de son invitation. Je suis très heureux et très honoré d'être présent ce soir avec vous. J'avais proposé comme titre de mon intervention un titre trop long. Comment Étienne Gilson et Jacques Maritain sont devenus thomistes, pourquoi ça n'a pas été simple et pourquoi ils le sont restés. C'est un titre digne d'un chapitre de roman et heureusement les organisateurs ne l'ont pas retenu. Cependant, c'est bien le sens de mon propos. Gilson et Maritain sont 2 maîtres du renouveau thomiste au XXe siècle. Ils ont eu une influence considérable, largement oubliée aujourd'hui, il faut bien le dire, en France. Une influence très forte en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est. De tout cela, je pourrais en donner de nombreux exemples, et j'en donnerai simplement un seul, un petit peu en apéritif. Il se trouve qu'il y a à peine un an, j'étais à Varsovie, où un institut de philosophie organisait une conférence en l'honneur d'Étienne Gilson. Ses ouvrages étaient traduits en polonais, il y avait 250 étudiants qui étaient là, un ministre, et on nous a expliqué avec beaucoup d'émotion combien les œuvres de Gilson avaient permis à un certain nombre de philosophes, d'étudiants de traverser le moment communiste du pays, et j'ai senti vraiment là un môle d'attachement très fort à Étienne Gilson. Les exemples pourraient être nombreux. Les 2 hommes, on le sait bien, sont cités par Jean-Paul II dans Fides et Ratio comme des modèles de philosophes chrétiens. Paul VI tenait Maritain pour un maître dans l'art de prier et de penser. Et dans une très belle lettre que l'on trouve sur le site du Vatican, il tenait à exprimer à Gilson toute l'estime et toute la reconnaissance que l'Église lui doit
pour l'ensemble des travaux. C'est une lettre de 1975 en l'honneur des 90 ans d'Étienne Gilson. Cependant, mon propos ce soir ne sera pas d'évoquer les œuvres des deux philosophes, ni leurs mérites, mais seulement de réfléchir aux circonstances, aux raisons pour lesquelles ils sont devenus thomistes, pourquoi donc ça n'a pas été simple et pourquoi ils le sont restés. Sur les difficultés du point de départ, les deux hommes concordent. Rien, ni dans la culture universitaire, ni même dans une certaine culture catholique de leur jeunesse, ne facilitait pour deux laïcs philosophes, la lecture de la somme de théologie. Léon XIII n'était pas particulièrement bien reçu. Léon XIII, que le père Froissart a évoqué en introduction, n'était pas particulièrement reçu dans les grilles des catholiques de la période. Maritain l'évoque remarquablement bien dans une conférence qu'il donne pour ses 60 ans à New York en 1942. Il disait alors dans un discours « Une vieille dame que je vénère, parlant de moi à un de mes amis il y a bien longtemps, disait « Il est catholique, vous savez, mais d'une secte particulière. Il est aussi thomiste. Mon Dieu, le thomisme n'est pas tout à fait une secte, etc. etc. » Et Maritain continuait « Il y a 25 ans, sortir le thomisme de son casier historique ou des manuels de séminaire pour en faire une philosophie vivante semblait une entreprise absurde, une entreprise de desperados. Nous avons commencé comme des desperados, des désespérés, des outlaws dans le vocabulaire de Maritain. » Dans une autre lettre à Cocteau, Maritain écrivait en 1926 « Je suis, vous le savez, un disciple, le plus indigne et le plus tard venu de saint Thomas d'Aquin. Que dis-je ? Un disciple de ses disciples, un Jacques, de Jean, de Gaëtan, de Dominique, de Réginald, de saint Thomas. Ce qu'il y a de plus byzantin, de plus scolastique, de plus méprisable aux yeux des princes de la Sorbonne. » Gilson partage avec Maritain le même point de départ, totale ignorance volontaire des Sorbonnards à l'égard de la philosophie du Moyen-Âge. Tout cela pour dire simplement que devenir thomiste entre 1900 et 1910 n'allait aucunement de soi. Que deux jeunes philosophes laïcs le deviennent donc en quelques années d'intervalle, dans le même contexte parisien, relevé, pour le dire avec les mots de Maritain, des aventures de la grâce, et cela bien sûr invite à l'analyse historique plus précise. Les deux hommes, Jacques Maritain et Étienne Gilson, sont bien sûr souvent associés à raison, même s'il existe des distinctions entre eux. Une profonde amitié, une gratitude mutuelle les unit, mais malgré leur proximité sociologique, géographique, initiale, ils se rencontrent tardivement, humainement et intellectuellement. Leur amitié est datable de la fin de l'année 1931. Maritain a presque 50 ans à ce moment-là. On a la date dans les carnets de Jacques Maritain. Pourtant, les deux hommes partageaient presque le même point de départ. Ils sont tous les deux nés à Paris, à 2 ans d'écart, Maritain en 1882, Gilson en 1884. Ils sont morts l'un à Toulouse en 1973, au couvent des Dominicains, enfin à côté, et Gilson est mort en 1978 en Bourgogne. Ils sont tous les deux passés par la même classe de terminale du lycée Henri IV, le lycée public. Ils ont subi les enseignements du même professeur de philosophie, le monsieur Hector Dereux, dont ils n'ont gardé à peu près aucun souvenir, sinon quelques vagues idées, je cite Gilson, sur l'activité unifiante de la raison. Aucun des deux jeunes garçons ne passe l'école normale supérieure. Tous les deux suivent leur cursus en Sorbonne avec 2 ans d'écart. Ils ont les mêmes professeurs, les mêmes référentiels, les mêmes lectures entre 18 et 21 ans. Tous les deux sont agrégés de philosophie. Maritain en 1905, Gilson en 1907. Et, comble, si je puis dire, ils sont tous les deux reçus au même âge, à la même position dans le concours. Tous les deux 6e sur 8 étudiants reçus ces années-là. Tous les deux sont parfaitement ignorants, innocents de saint Thomas jusqu'à l'agrégation de philosophie. En d'autres termes, pour suivre leurs études, leur cursus en Sorbonne, ils n'ont jamais ouvert un seul volume de saint Thomas d'Aquin, puisque telle était l'organisation des études dans la période.
Non seulement ils sont donc ignorants et innocents de saint Thomas, mais ils sont tous les deux sociabilisés dans des milieux étrangers, voire hostiles au thomisme. Peggy et les cahiers de la quinzaine pour Jacques Maritain, la Bertonnière et les milieux modernistes pour Gilson, et on pourrait aller au-delà, évidemment, dans la comparaison. Tous les deux sont mariés très tôt, 1904 pour Jacques avec Raissa Oumansoff, 1908 avec sa chère Thérèse pour Étienne Gilson, et malgré tout, malgré cette proximité, malgré cette symétrie, ce parallélisme entre les deux hommes, ils se connaissent peu. On n'a pas de traces d'échange entre les deux avant le début des années 20. Ils ont dû se croiser dans les couloirs de la Sorbonne, mais cela fait ni des amis ni des échanges. Et il y a évidemment un certain nombre d'éléments qui les distinguent. Premier élément, la sociologie familiale. Maritain appartient, pour le dire de manière un peu vexante probablement pour lui, appartient à l'aristocratie républicaine. Son grand-père était un ministre de la Troisième République. Alors que pour Gilson, c'est la toute petite bourgeoisie catholique parisienne, son père est commerçant. La culture religieuse les distingue. Gilson vient d'une famille catholique, 5 frères à la maison. Le frère aîné d'Étienne Gilson est prêtre. Et pour Maritain, au contraire, la famille est vaguement protestante, en fait plutôt anarchiste, plutôt féministe, plutôt très à gauche dans la culture de l'époque. Et j'aime à penser que si Maritain vivait aujourd'hui, il serait sans doute inscrit discrètement, sans militance ouverte, dans quelques comités palestines, sur quelques campus, avec des cheveux mi-longs. Voilà, il faut vraiment prendre la mesure de la chose. Jacques et Raissa se rencontrent à l'occasion de militances politiques en faveur d'étudiants ukrainiens maltraités par le tsar. Ce qui les distingue également, bien sûr, c'est la conversion. Maritain découvre le Christ à la lecture de Léon Bloy, et plus précisément à la lecture d'une femme pauvre de Léon Bloy. Avec Raissa, ils vont rencontrer le romancier. Bloy et saint Thomas, c'est un grand écart, bien sûr. Le baptême a lieu en 1906. Ce qui les sépare également, c'est le projet intellectuel après l'agrégation. Gilson, très vite ambitieux, met en place un projet de thèse en philosophie. Il va enseigner dans le secondaire, il va faire un véritable tour de France des lycées et va soutenir sa thèse en 1913. Maritain a un projet, quant à lui, beaucoup plus vague après son agrégation. Il fait une forme d'allergie à la Sorbonne, donc il refuse un doctorat, il refuse des études de philosophie en Sorbonne. Il va partir en Allemagne, faire des études de biologie, à la charnière de la biologie et de la philosophie, et il va travailler pour un dictionnaire, pour un éditeur, le dictionnaire pratique. Alors ça fait rire en famille, enfin du côté Maritain, parce que moins pratique que lui, c'était pas possible. Et il va enseigner également à Stanislas pendant un certain nombre d'années, et il va finir par recevoir sur le tard un doctorat honoris causa en 1917 de la part des congrégations, des séminaires et universités. Comment, dans ce contexte, les deux hommes ont-ils pu découvrir saint Thomas? Deux cheminements très différents, qui convergent cependant, qui se croisent la même année sur un plan éditorial. En 1913, Maritain va publier son premier ouvrage public, épais et conséquent, intitulé « La philosophie bergsonienne ». Et pour la première fois, il va citer et commenter du saint Thomas. L'ouvrage reprend un certain nombre d'articles qu'il avait publiés dans la revue de philosophie d'un de ses amis, le père Peyob, et également des articles de la revue thomiste qu'il avait publiés juste l'année précédente, en 1912. Quant à Gilson, il soutient ses thèses en 1913 également, il publie ses premiers travaux, c'est le fameux Index scolastico-cartésien et La liberté chez Descartes et la théologie, dont la conclusion signale la nécessité de mieux saisir la pensée philosophique de saint Thomas. Dès 1914, Gilson publie Le système de Thomas d'Aquin, qui va être en fait le résumé de sa première année d'enseignement universitaire à l'université de Lille. Et c'est donc avant la Première Guerre mondiale, dans le contexte de la condamnation du modernisme, des ruptures des relations Église-État pour la France, de la fin du pontificat de Pie X, que les deux hommes vont se saisir de saint Thomas pour éclairer les débats contemporains pour Maritain, c'est la question de Bergson, et pour nourrir leurs enseignements universitaires.
On n'observe aucune concertation entre les deux hommes, aucun échange, aucun dialogue, ils ne se connaissent pas, ils n'échangent pas. Deux cheminements distincts pour parvenir à saint Thomas. Pour Gilson, il le dit souvent en plaisantant, c'est son directeur de thèse qui, bien malgré lui, va le conduire vers la scolastique. Et son directeur s'appelle Lucien Lévy-Bruhl. Gilson parle souvent d'un paradoxe et d'un quiproquo qui a conduit son directeur de thèse à lui suggérer de travailler directement sur saint Thomas. Je vous cite juste quelques lignes du Philosophe et de la théologie, qui est un texte magnifique de Gilson. C'est une forme d'autobiographie intellectuelle. En 1905, mon maître, Lucien Lévy-Bruhl, l'un des hommes envers qui ma dette de reconnaissance est la plus grande, me proposa comme sujet de recherche Descartes et la scolastique. En me le suggérant lui-même, il se souvenait d'un célèbre moine, etc., etc. J'ignorais tout de la scolastique, écrit Gilson, n'ayant alors jamais lu une seule ligne de saint Thomas d'Aquin, ni entendu parler de sa doctrine par aucun maître. Mais Lucien Lévy-Bruhl me savait catholique, et sur ce fondement, il imaginait le contraire. C'était donc pour m'agréer qu'il me proposait ce sujet, lui le sociologue de la mentalité primitive et de la morale et la science des mœurs. Dans un autre texte que je ne lis pas maintenant, Gilson prend la formule de quiproquo et ne cesse de plaisanter sur l'extraordinaire coïncidence de cette suggestion, le professeur qui lui suggère saint Thomas alors qu'il ne le connaît même pas. Dans sa jeunesse, Gilson était plutôt sociabilisé dans des milieux catholiques hostiles à saint Thomas. Deux exemples, les frères des écoles chrétiennes où il est formé rue Notre-Dame-des-Champs sont en fait très marqués par la figure de Bergson, et Lucien Labertonnière, Gilson le raconte en des termes un peu durs dans ses mémoires, accorde à saint Thomas les propositions les plus absurdes en permanence, disant vraiment qu'avant la Première Guerre mondiale, on ignorait tout de saint Thomas dans certains milieux d'église. Quant à Maritain, la situation est en fait un peu plus complexe et plus simple à la fois. Je m'explique. On sait très exactement, pour Maritain, le mois où, pour la première fois, il commence à lire saint Thomas d'Aquin. C'est au mois de septembre 1910, donc il a presque 40 ans à ce moment-là, et il écrit dans son carnet, comme pour Raïssa, je vais vous donner la citation très exacte, comme pour Raïssa, la lecture de saint Thomas est une délivrance, une inondation de lumière, l'intellect trouve sa patrie. En fait, Maritain va arriver à saint Thomas par un double truchement, un frère dominicain, le père Clérissa, qui est son premier conseiller spirituel, qui connaît saint Thomas, et Maritain donnera un certain nombre de témoignages sur ce point. Et Raïssa Maritain va commencer à lire saint Thomas, et c'est sur l'insistance de Raïssa que Jacques va s'y mettre. Ce n'est donc pas un professeur de Sorbonne, c'est donc un thomisme dominicain qui va permettre à Jacques de découvrir saint Thomas, et très vite plonger dans la Somme, très vite se saisir de saint Thomas pour le réfléchir sur les problèmes contemporains, et très vite être reconnu finalement par la congrégation des séminaires et universités, ce que j'évoquais rapidement en introduction. Il est important, de ce point de vue-là, pour conclure, de souligner quelques points. Évidemment, tout d'abord, c'est une évidence absolue, on ne naît pas thomiste, on le devient, c'est vrai pour bien des ordres, naturellement, vous me direz, mais ce qui me paraît important dans le cas d'Étienne Gilson et de Jacques Maritain, c'est qu'ils sont devenus thomistes contre les préventions de leur temps, en fait. Et d'où l'importance de ressaisir les circonstances à l'intérieur desquelles eux-mêmes se sont saisis de saint Thomas. L'art d'être thomiste était décrit par Gilson, il y a cette question du devenir thomiste qui se pose également. Un autre point important pour l'itinéraire des Maritain et Gilson, c'est qu'ils découvrent tardivement saint Thomas. Ils ne grandissent pas avec saint Thomas, c'est une conquête de l'esprit pour eux, à un moment où ils sont déjà agrégés de philosophie, où ils ont déjà fait un certain nombre d'armes à l'université. Et peut-être que lire saint Thomas trop tôt n'est pas un gage de lecture trop durable. Je ne sais pas, c'est une question que je pose à mon voisin dominicain.
Finalement, pour conclure, il y a un thème qui revient très souvent dans l'œuvre de Gilson, c'est cette idée qu'au fond, toute génération est condamnée à rater une partie de son héritage intellectuel et culturel. C'est vraiment un thème lancinant sous sa plume. Je vous donne simplement un exemple. Dans une lettre de 1930, je muse à reconquérir des évidences que l'on aurait dû tenir à notre disposition lorsque nous avions 18 ans. Et autre exemple de cette même position de Gilson, position de reconquête, en quelque sorte, des vérités thomistes qui lui avaient échappé quand lui avait 18 ans. Il reprend en diverses circonstances la formule de Goethe, notamment dans la 5e édition du thomisme, où il la donne en allemand, Was du ererbt von deinen Vätern hast, wirbes es zu besitzen, c'est-à-dire, dans un français plus compréhensible, ce que tu as hérité de tes pères, conquiers-le pour le faire tien. Et j'aime beaucoup cette posture de Gilson. Il ne reçoit pas, il conquiert, il digère, il passe son temps à travailler. C'est un bosseur, en fait, Gilson. Voilà, merci de votre attention. La parole est maintenant au frère Marc Millet, de la commission léonine. Je remercie beaucoup l'Institut thomiste pour son invitation. Je remercie aussi le Collège des Bernardins de recevoir un des membres de la commission léonine. Monsieur Florian Michel m'a donné une excellente introduction. Eh bien, recevoir, mais aussi conquérir ce que l'on reçoit. Qu'est-ce que la commission léonine? Alors, ça n'a rien à voir avec la clause léonine et rien à voir non plus avec les lions du cirque d'hiver ou d'autres attractions de ce type. Soyez tranquilles. La commission léonine donc, est en rapport avec Léon XIII, dont il a été question tout à l'heure. Léon XIII, comme vous savez, qui remet à l'honneur Thomas d'Aquin avec l'encyclique Aeterni Patris. Et la même année, en 1879, au mois d'octobre, demande que l'on procède à une nouvelle édition des œuvres complètes de Thomas d'Aquin. Le pontife romain de l'époque, donc Léon XIII, intervient dans un contexte bien particulier. Je ne vais pas revenir sur les circonstances historiques, mais en particulier, nous avons un catholicisme qui est libéré de la question des États pontificaux et qui doit se repositionner dans ce monde moderne auquel il s'oppose sur un certain nombre de points. La citation de Léon XIII que nous avons entendue tout à l'heure était très claire. Thomas se présente comme une sorte d'arsenal d'arguments possibles contre toutes les objections passées et à venir. Léon XIII a dans la tête une idée et un souvenir qui est celui de Saint Pie V. Saint Pie V qui, en 1567, avait élevé la célébration de Thomas d'Aquin au même degré que les 4 docteurs d'Occident et qui, au même moment, avait demandé que l'on fît pour la première fois une édition des œuvres complètes de Thomas d'Aquin. Donc en 1570 sont parus 18 volumes qui sont en réalité un énorme recueil factice, comme on appelle dans le langage des bibliothèques, c'est-à-dire qu'on s'est contenté de compiler des éditions qui existaient déjà auparavant et on les a réimprimées ensemble en mettant une page de titre qui viennent harmoniser l'ensemble. Donc cette édition de 1570 s'appelle l'Editio Piana. Et lorsque Léon XIII, après avoir remis à l'honneur Thomas d'Aquin et l'avait ordonné comme patron aux écoles et universités catholiques, demande cette édition, eh bien, immédiatement, on va l'appeler Editio Leonina. D'où le nom de ceux qui sont chargés d'établir cette édition, Commission léonine. Il y a eu dès le départ une réflexion importante pour savoir qu'est-ce que pouvait bien vouloir signifier à cette période-là, en 1879-1880, faire une édition de Thomas d'Aquin. Il y avait eu juste auparavant 2 grandes éditions de Thomas d'Aquin, l'édition de Parme, je parle ici pour les spécialistes et ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire de l'édition de Thomas d'Aquin, et puis l'édition Vives. 2 éditions qui, par bien des côtés, étaient assez défectueuses.
Et l'idée de Léon XIII était entre autres de remédier à ces deux éditions, en faisant une édition, disons, plus autorisée. Mais au point de départ, il pensait simplement qu'il serait suffisant d'amender une édition précédente. Et en particulier, cette édition de Pie V de 1570, qui était revêtue d'une autorité particulière, alors qu'elle n'en avait pas spécialement du point de vue de l'histoire des textes, étant donné la manière dont elle avait été conçue à l'époque. Un comité de cardinaux est chargé de surveiller et de veiller à la réalisation du projet, mais dès le départ, dès la fin de l'année 1879, des frères dominicains sont au travail. Il y a dans le groupe des trois cardinaux un dominicain, le cardinal Zigliara, qui est un Corse originaire de Bastia, et excellent thomiste, bon connaisseur de la philosophie de Thomas d'Aquin et d'autre part proche de Léon XIII. Le projet va, dans les premières années, je vous donne tous ces détails parce que par là vous comprenez qu'est-ce que c'est que quelle est la question qui est derrière une édition critique d'un texte. Léon XIII, très rapidement, se rend compte que le projet, finalement, ne va pas aussi rapidement qu'il le souhaiterait. Il demande au cardinal Zigliara de cesser l'édition des commentaires d'Aristote et de passer directement aux deux œuvres emblématiques que sont la Somme de théologie et la Somme contre les gentils. On voit par là qu'une des questions de cette édition a été finalement qu'allons-nous faire ? Est-ce que nous allons nous contenter d'amender un texte qui existe déjà ? Ou bien est-ce que nous allons prendre en compte les témoins du texte que nous connaissons aujourd'hui ? À la fin du XIXe siècle, s'est développée toute une théorie de l'édition des textes. C'est vrai non seulement pour les textes théologiques, mais philosophiques, historiques. Pensons par exemple pour l'Allemagne à la grande collection des Monumenta Germaniae Historica qui commence dans les années 1816 et qui fonctionne à ce moment-là, j'allais dire, à plein régime. Et les catholiques se repositionnant dans le monde de la pensée, en particulier par la promotion de Thomas d'Aquin, eh bien, ne peuvent pas faire moins que de produire une édition qui soit, j'allais dire, recevable par le monde scientifique de l'époque. Et cette tension de départ va conduire Léon XIII à remettre le projet au supérieur général, au maître de l'ordre des prêcheurs, à la fin du XIXe siècle, et le maître des prêcheurs va avoir l'idée de faire venir des frères qui sont frottés aux techniques d'édition et d'édition critique, en particulier des frères flamands de la province de Flandre. Donc là, nous sommes au tournant du XIXe et du XXe siècle. Nous sommes dans le contexte qu'évoquait M. Florian Michel tout à l'heure, celui de la crise moderniste, celui d'un saint Thomas qui a du mal à sortir des manuels de séminaire, qui a du mal à émerger pour lui-même. Et voilà que cette équipe de chercheurs de l'époque, en 1906, vont redécouvrir une manière dont Thomas d'Aquin a été produit ici à Paris, dans la période 1200-1350, ce qu'on appelle le système de l'exemplare Pecia, donc qui est un système d'édition, je pourrais maintenant vous parler tout à l'heure, et qui s'est développé à Paris et Bologne entre 1200 et 1350, et dont la diffusion de Thomas pour les œuvres parisiennes a largement bénéficié. Nous sommes en 1906. Nous sommes sous le pontificat de Pie X, nous sommes à l'époque de la crise moderniste, et voilà que les frères découvrent ce système, se rendent compte que le texte de Thomas est un texte vivant, que l'examen des manuscrits leur révèle. L'examen des manuscrits de Thomas va montrer une sorte de vitalité de sa diffusion, de sa production au XIIIe siècle. Le projet va continuer, 1934, fin de la publication de la Somme contre les gentils, et après-guerre, il va y avoir un certain nombre de restructurations de la Léonine. Donc pour l'instant, ont été produits quelques commentaires sur Aristote, la Somme de théologie, avec une augmentation progressive, disons, de la qualité du travail, et puis ensuite la Somme contre les gentils. Après la guerre, il va y avoir une restructuration complète de la Léonine et en particulier une enquête photographique à très grande échelle.
Donc des milliers, à peu près 4 à 5 000 manuscrits de Thomas d'Aquin vont être photographiés par nos prédécesseurs un peu partout en Europe. Et donc, il va y avoir, si vous voulez, un accroissement de l'accès aux supports sur lesquels se trouvent les textes de Thomas qui vont être édités. Mais l'autre point qui est très important, c'est que cette interaction avec le monde de l'université, le monde de la critique textuelle, qui s'est fait jour petit à petit et très progressivement dans la première moitié du XXe siècle, va porter alors tous ses fruits. À partir de l'édition du commentaire sur Job en 1965, qui est vraiment la reprise de ce que nous appelons dans le jargon la nouvelle série, eh bien, va se mettre en place une véritable technique d'édition du texte. Technique que l'on retrouve utilisée dans d'autres éditions critiques. On fait des éditions critiques de tout auteur, autant de la Bible que de Balzac ou de Montaigne. Premier point d'une édition critique, c'est d'abord de s'assurer de l'authenticité de l'œuvre. L'œuvre appartient-elle bien à l'auteur? Peut-on la situer chronologiquement dans le travail de l'auteur? Pour cela, on utilise des critères que l'on appelle externes, étant donné qu'une œuvre, ce n'est pas son style qui est décisif pour son authenticité. C'est bien sa situation dans le travail d'un auteur par des éléments de critique externe, c'est-à-dire qu'on va chercher des témoignages chez tel ou tel contemporain de Thomas, par exemple, qui vont parler de tel ou tel de ses écrits. À ce moment-là, nous avons un signe extrêmement fort de l'authenticité de cet écrit, par exemple. Deuxième point, ça va être recenser les témoins. Aujourd'hui, ce texte existe sous un certain nombre de supports, que ce soit des supports manuscrits, des supports imprimés, que ce soit des autographes. On conserve de Thomas un assez grand nombre d'autographes et un certain nombre donc, de copies manuscrites et aussi d'imprimés. On peut conserver des fragments, il peut y avoir aussi des manuscrits qui ont disparu, qui ont été connus par tel ou tel chercheur et dont l'on peut posséder une copie à tel ou tel endroit. Une fois que l'on a recensé l'ensemble des témoins, qui peuvent aller pour Thomas d'Aquin de un témoin, c'est le cas de la lettre à Bernard Aiguilier, jusqu'à plusieurs centaines de témoins, c'est le cas du commentaire sur le 4e livre des sentences de Pierre Lombard. Une fois que l'on a ces témoins, eh bien, il va être nécessaire de les ordonner les uns par rapport aux autres. Comprendre comment s'est jouée la tradition du texte, comment le texte a été relayé. Est-ce qu'il a été relayé par le système de la copie par exemplare petia, ce qu'on appelle une tradition universitaire, ce dont je parlais tout à l'heure, ou bien par une copie classique d'un témoin A vers un témoin B, d'un témoin A vers un témoin C, etc. Donc à chaque fois une copie de manuscrit à un autre. Une fois que l'on a fait cela, avec les variantes que l'on découvre dans chacun des manuscrits, il va être possible de les placer les uns par rapport aux autres, de recréer les familles de manuscrits. Et à ce moment-là, une fois que l'on a les variantes, eh bien, on peut reconstituer les familles et donc les liens des manuscrits et des familles les unes avec les autres. À ce moment-là intervient l'acte proprement critique de l'édition, qui est la décision. L'éditeur doit décider quelle leçon, c'est-à-dire quelle forme du texte, quelle variante, il va retenir. Il le fait à partir d'un certain nombre de critères, de règles. Il le fait aussi au vu de son expérience, qui parfois peut durer plusieurs dizaines d'années au contact d'un dossier, en particulier si les témoins sont très nombreux. C'est-à-dire que le texte final que nous allons éditer eh bien, est un texte où l'on va trouver non seulement l'apparat des sources, c'est-à-dire ce que l'auteur a utilisé, citation de la Bible, père de l'Église, citation d'auteurs contemporains, citation de philosophes, d'auteurs de l'Antiquité, qui immédiatement vont nous donner, lorsque l'on regarde l'apparat des sources, le milieu intellectuel, le réseau dans lequel Thomas d'Aquin se trouve, se situe lorsqu'il produit cette œuvre, mais on va donner aussi un autre apparat, donc l'apparat critique, où l'éditeur va justifier les choix qu'il aura faits du texte qu'il propose au lecteur. Alors vous me direz quel intérêt pour l'actualité de Thomas d'Aquin. Ce travail d'édition, donc ce travail, j'allais dire,
c'est un peu une course de fond, hein, l'édition d'un texte, et de textes comme ceux de Thomas d'Aquin, ont révélé un certain nombre d'éléments de sa pensée et de lieux qui, jusqu'à maintenant, avaient été peu investis par les chercheurs. Je donne 2 exemples. Le premier exemple est celui des commentaires bibliques. En 1965, lors de la reprise de la nouvelle série, eh bien, les frères vont éditer le commentaire sur Job. Quelques années après, en 1974, ils vont éditer le commentaire sur Isaïe, mettant ainsi en lumière une part longtemps ignorée ou mise de côté ou considérée comme un genre mineur, que sont les commentaires bibliques de Thomas d'Aquin, invitant les chercheurs à s'interroger sur le statut de ces textes, de ces commentaires bibliques que Thomas d'Aquin a pratiqués d'une manière habituelle et qui sont certainement la trame la plus profonde de sa pensée. Autre point, c'est le dernier volume que nous avons publié, ce sont les sermons universitaires de Thomas, les sermons de Thomas, sermones. Il y a des sermons universitaires qu'il a prononcés comme maître, d'un point de vue statutaire, il devait, ici à Paris, régulièrement prêcher. Un certain nombre de ces sermons ont été conservés, puis d'autres sermons qui sont apparus lors du travail de critique. Ces sermons nous révèlent que Thomas était non seulement celui qui a lu l'Écriture, Légéré, selon la fameuse trilogie de Pierre Le Chantre, il a non seulement été celui qui a enseigné, Légéré, celui qui a disputé, ce dont nous avons la trace dans les questions disputées, dans aussi un certain nombre de ses écrits systématiques, où on retrouve cette structure fondatrice, extrême si forte de la scolastique. Et puis, troisièmement, il a été non celui qui a légéré, disputare, mais aussi celui qui a prédicare, qui a su, au sommet de son art de sage, de savant, transmettre d'une manière accessible sa pensée. Et ce sont les sermons de Thomas d'Aquin. Vous voyez par là que combien un travail d'édition critique permet aussi de révéler un auteur et d'offrir de nouvelles pistes de recherche aux chercheurs. Nous sommes un petit peu ceux qui préparons le travail des autres. Nous essayons de leur préparer, de leur confier des textes qui soient fiables pour qu'à ce moment-là, des lecteurs s'en emparent et en fassent une synthèse belle, harmonieuse et nouvelle aussi de la pensée de Thomas. Frère Thierry-Dominique Ambrecht poursuit. Le problème, c'est que les thomistes contemporains dont nous parlons sont ceux du XXe siècle, donc ils sont tous morts. Il faudrait plutôt présenter ceux du XXIe siècle. Mais c'est une opération délicate que de parler des vivants, pour plusieurs raisons que vous devinez. Parlons donc des morts, ils sont toujours vivants car ils ont fait vivre saint Thomas. Premier point, je reviens sur Gilson et Maritain en tant qu'ils représentent chacun une certaine façon de faire du thomisme. Gilson et Maritain ou histoire et philosophie. Monsieur Florian Michel l'a dit, ce sont des laïcs catholiques et ce statut leur a conféré une position ambivalente. Dans l'Église, en théorie, une autorité moindre, mais en pratique, au moins égale quant à leur statut dans l'université laïque. Autorité moindre dans l'Église à l'époque par rapport à un flux thomiste, a fortiori scolastique de toutes les écoles, car on pouvait être scolastique sans être thomiste, flux constitué surtout d'ecclésiastiques. Cependant, la fascination des clercs pour la légitimité universitaire, pour ne pas dire pour la mondanité, a joué en faveur de la réputation de Gilson, l'universitaire écrasant qui a tous les titres, en raison de son rayonnement apostolique de philosophe catholique, sans compter et de Maritain en raison de son rayonnement apostolique, de philosophes catholiques, sans compter leurs engagements respectifs dans la cité. Nous n'avons même plus l'idée de ce que représentait avant la Deuxième Guerre mondiale le nom de Maritain. Inversement, leur commune position de laïcs les a servis et aussi desservis. Dans l'Église, servis pour une protection objective contre plusieurs menaces de condamnation. Gilson au père de Lubac, ma grande force, hélas, est de n'être pas prêtre, religieux ou prêtre, ni Maritain ni moi n'aurions pu écrire la 100e partie de ce que nous avons écrit.
dans l'université, car leur position de catholique les a marginalisés, ce pourquoi l'un et l'autre se sont tournés vers l'Amérique. Ce qui nous intéresse ce soir est plutôt le type de thomisme qu'ils professent, il n'est pas le même. Considérons-les comme emblématiques de deux polarités. Maritain incarne une tradition spéculative et Gilson une appartenance historico-doctrinale. La tradition spéculative est servie par de grands noms, dont Maritain dépend. Réginald Garrigou-Lagrange et avant eux Ambroise Gardeil, sans compter l'école de Louvain en Belgique, au début du XXe siècle, dont, en un certain sens, presque tout le monde reste marqué. Essayons de dégager quelques paramètres communs ou disjonctifs. Premièrement, pour Maritain, le thomisme est une entreprise de vérité, tant en philosophie qu'en théologie. Il s'agit par conséquent de se saisir de lui pour honorer la raison et la foi, mais aussi d'en faire un instrument puissant de réfutation des erreurs modernes ou bien de dépassement de leurs limites. Le thomisme a donc pour vocation de s'actualiser, de s'augmenter, d'être vivant. Deuxièmement, à cet effet, les auteurs importent moins que la vérité qu'on puise chez eux. Tout concourt comme un matériau, comme une boîte à outils. En conséquence, l'esprit est considéré comme surplombant la lettre. Trois paramètres s'effacent. La chronologie des auteurs et leur évolution, l'identité même des notions qui deviennent à la fois éternelles et dégriffées, et Thomas lui-même qui est revendiqué haut et clair, mais à la fois et paradoxalement dépossédé de ses propres textes et chargé de ceux de tous les autres. Troisièmement, cette indifférence à la vérité des auteurs et des textes n'a pas tardé à susciter des réactions, souvent jugées comme relevant d'un historicisme des doctrines, donc d'un relativisme, en somme d'une infestation moderniste dans le thomisme lui-même. Maritain, au soir de sa vie, a déclaré regretter de n'avoir pas prêté une attention suffisante à la différence entre Thomas et ses commentateurs baroques. L'appartenance historico-doctrinale de Gilson, quant à elle, pose autrement les problèmes. Premièrement, Gilson vient à Thomas par sa recherche sur les sources médiévales de Descartes, comme on l'a rappelé tout à l'heure, puis dans le cadre d'une renaissance des philosophes médiévaux, aux principaux desquels il consacre des monographies, Augustin, Bernard, Dante, plus tard Duns Scotus, sans compter son histoire de la philosophie médiévale et son ouvrage thématique sur l'esprit de la philosophie médiévale. Peut-on parler alors d'une découverte de saint Thomas par comparaison? Pas seulement. De toujours, Gilson est philothomiste de forme d'esprit, réaliste pourrait-on dire. Néanmoins, il se tient à distance, longtemps et peut-être toujours, de toute reprise de type néoscolastique. Deuxièmement, autour des années 1930, qui sont pour lui des années d'incubation, il découvre la spécificité thomasienne de la métaphysique de l'acte d'être. Et là, Thomas, pour lui, fait une percée, c'est-à-dire la considération dans chacun des étangs de ce qui est au plus premier, ce qui est le plus profond, le plus actualisateur. Et en cela, Thomas va beaucoup plus loin qu'Aristote, il va beaucoup plus loin que la forme actualisante d'Aristote, l'acte d'être est l'acte de la forme elle-même. Il y a donc plus dans Thomas que dans Aristote, et cette découverte, pour Gilson, devient une cause à défendre, de surcroît une clé de lecture de la perte de l'être chez les modernes, au profit d'une évolution qu'il qualifie désormais d'essentialiste jusqu'à notre époque, et donc une raison pour Gilson de se tenir aussi loin que possible de la néoscolastique du XXe siècle. Troisièmement, en cela, Gilson rejoint le souci d'un autre personnage, le père Marie-Dominique Chenu, dominicain, de restituer Thomas à son contexte historique et donc doctrinal. L'un et l'autre resteront liés tant qu'il s'agira de cela. Pour les petits prophétismes sociaux, là, il y aura beaucoup de gens qui s'éloigneront de Chenu. Réciproquement, un jeune jésuite, en cours d'études au Scholastica de l'île de Jersey, en ces temps d'expulsion, Henri de Lubac, dans les années 1920, est interdit, lui aussi, de lire saint Thomas. Dans la compagnie de Jésus, c'est Suarez qui est obligatoire, lui dit-on. Il est aussi interdit de lire saint Thomas que de lire Gilson, qui est enfermé dans un placard que l'on ouvre uniquement pendant les vacances.
c'est-à-dire pour ceux qui veulent vraiment lire alors que les autres partent en vacances. Et Gilson y puise le souci d'asseoir une étude sérieuse des thèmes thomistes sur Thomas lui-même. Bref, Gilson devient le représentant éminent, avec certains autres, comme Cornelio Fabro en Italie, d'un Thomas redécouvert dans sa fraîcheur, en deçà de sa tradition postérieure qui lui a fait dire d'autres choses, donc, pour Gilson, d'un Thomas toujours actuel dans son originalité. Pour lui, d'ailleurs, Thomas est toujours actuel, mais en revanche, il n'est pas actualisable. Il se méfie beaucoup des résultats de toutes les actualisations thomistes au XXe siècle. Pour lui, ce n'est pas très réussi. Maritain et Gilson, donc, sont les représentants emblématiques et contrastés de deux polarisations caractéristiques que j'ai un peu durcies pour vous faire comprendre, du XXe siècle, de la façon d'aborder l'étude de Thomas d'Aquin. Et au fond, tout le monde se situe entre ces deux pôles. En voici quelques conséquences. Ma deuxième partie, doctrine ou historicisme. Tout d'abord, la question n'est pas de reprocher aux grands thomistes médiévaux ou baroques d'avoir été infidèles à saint Thomas. Il est à craindre que le thème de la fidélité soit mal posé par notre époque. Il présuppose en effet que la famille des thomistes a voulu prolonger, continuer saint Thomas, ajouter ce qui lui manquait, ou, pis, le faire passer de l'implicite à l'explicite, binôme qu'on reconnaît à des kilomètres. Ah, binôme implicite, explicite, que de crimes de lecture a-t-on commis en ton nom? À t'entendre, les milliers de pages de saint Thomas, pourtant objet d'incantations et d'encensement séculaires, ne sont, pour des problèmes cruciaux, qu'une masse informe d'implicites. Thomas n'en a pas parlé explicitement. Donc, de l'inachevé, du perfectible, c'est le brouillon que nous a laissé un auteur médiocre, une matière en attente de forme, une belle au bois dormant, réveillée par un peu trop de princes charmants. Les grands thomistes du passé, en fait, ont cherché à répondre à d'autres choses, aux problèmes de leur temps, parfois loin de Thomas, et même contre lui, mais il est vrai, en dissimulant au besoin cette torsion. Pourquoi ? Pour bien des raisons. Réflexe corporatiste des ordres religieux. Je suis dominicain, donc forcément thomiste. Et même calcul institutionnel. Je veux occuper la plus belle chaire du thomisme, donc je fais du thomisme, tout en l'inclinant loin de ses bases. Ça peut se trouver aujourd'hui dans d'autres disciplines philosophiques. Cet écart fut alors conscient, volontaire, et parfois repéré, tel à l'époque. Les témoins n'étaient pas du tout des naïfs. La doctrine de Cachetan sur l'analogie a été repérée par un franciscain de l'époque en disant « c'est superbe ce que vous avez fait, il a 27 ans, Cachetan, mais vous n'allez quand même pas nous faire croire que c'est du saint Thomas ». La continuité de cette tradition, vous voyez le flux du thomisme après Thomas, a donc pu être majorée après coup, notamment au XXe siècle, et cette fois de manière inconsciente, voire naïve. Mais cette continuité apparaissait d'autant plus nécessaire, par exemple aux yeux de Maritain, qu'elle subissait l'attraction de la continuité catholique du dogme lui-même, qui lui est un véritable flux. Se pose alors la question de l'identification de deux actualisations, celle du thomisme et celle de la théologie catholique, qui ne sont pas superposables en fait. C'est sans doute l'une des plus puissantes raisons des prolongements apportés, parfois infligés à saint Thomas. Continuer son œuvre n'aurait pas de sens. Mais continuer l'œuvre de vérité, disons de la tradition catholique, est une nécessité qui incombe aux théologiens et aussi aux philosophes, d'où la confusion. Il suffit alors de prendre saint Thomas, de le rendre paradoxalement dégriffé, on ne dit pas que ça vient de lui, anonyme donc, pour en faire le flux de la théologie catholique elle-même, augmenté de tous ses affluents, de la vérité sans conditionnement, ni historique, ni conceptuel. D'où un va-et-vient constant entre ce que dit Thomas et ce que dit l'Église, en tant que celle-ci récapitule la pensée chrétienne, ou même d'ailleurs ce que dit la philosophie elle-même, rendue tout aussi anonyme, alors qu'en fait c'est celle de Thomas sans le nom. Mais du coup on peut tout se permettre.
De ce va-et-vient, méthodologiquement contestable malgré une intention positive, naissent aussi les périodes de rejet du thomisme. Ou bien parce que la génération précédente a pu faire dire à saint Thomas ce que la génération suivante se prend à rejeter. Ou bien aussi parce que Thomas d'Aquin demeure le prince de la catholicité et la théologie catholique comme telle peut avoir parfois mauvaise presse, y compris dans l'Église catholique elle-même. Bien des méandres et des complications tissent les évolutions du thomisme. Résumons à ce qui semble essentiel, une bipolarité entre doctrine et histoire. Y a-t-il opposition ? Normalement, rien ne les oppose, puisque d'un côté, la doctrine cherche la vérité, et que de l'autre, l'histoire est une partie de la vérité elle-même, celle des faits, celle des textes. Ce sont les exagérations réciproques de ces deux pôles qui font naître les difficultés. Tout d'abord, lorsque la doctrine récuse l'histoire, en thomisme, ça s'est vu. Comme dit Gilson, les thomistes n'aiment pas beaucoup l'histoire, ils la méprisent un peu. Lorsque la doctrine récuse l'histoire, à la fois donc par mépris et par soupçon porté de relativisme, elle s'engage sur la voie de concepts présumés éternels, mais qui en réalité ne le sont pas, qui sont tout aussi historiquement marqués, mais sans s'en apercevoir. Ils sont quand même de l'histoire, malgré eux, donc de la mauvaise, sans l'identifier. Ils se disent éternels et ne sont que datés. Inversement, lorsque l'histoire récuse la doctrine, elle se veut historiciste, ce qui est une chose. Lorsqu'elle l'est, elle a au moins le mérite d'assainir le terrain et de permettre l'accord des scientifiques sur les textes. Mais souvent, elle n'est même pas historiciste, car elle véhicule quand même une doctrine, disons relativiste, et c'est une doctrine dogmatique, ce qui alors est autre chose que de l'histoire, parfois en le revendiquant, parfois en le dissimulant. J'ai tout entendu. Si l'on veut permettre à Thomas d'Aquin de féconder la pensée, mieux vaut tenir ensemble histoire et doctrine. L'histoire conditionne la doctrine donne une signification à l'histoire. Ce n'est pas une chose facile, mais rien n'est plus nécessaire. Si l'une des deux manque, saint Thomas claudique. Umberto Eco disait en 1970, dans la deuxième édition de sa vieille thèse des années 50 sur le problème esthétique chez Thomas d'Aquin a le malheur d'être lu plus par des fans que par des historiens, et pour les trois quarts, ce qu'on écrit sur lui, au lieu de servir à rétablir les distances historiques, tend à les brouiller. Troisième partie, en conclusion, et en 3 points. Saint Thomas est sorti de son purgatoire, mais a-t-il encore le droit de servir deux maîtres ? Premier point, un maître recommandé. Ben oui, par le Concile Vatican II. Je rappelle les 2 extraits qui parlent de lui. Citation, pour mettre en lumière autant qu'il est possible les mystères du salut, les séminaristes apprendront à les pénétrer plus à fond, à en percevoir la cohérence par un travail spéculatif avec saint Thomas pour maître. Second extrait du Concile, on saisira plus profondément comment la foi et la raison s'unissent pour atteindre l'unique vérité. Ce faisant, on ne fera que suivre la voie ouverte par les docteurs de l'Église et spécialement par saint Thomas. Voilà Thomas rappelé comme le maître principal par le Concile Vatican II. Mais si, par aventure, saint Thomas vient à manquer, que se passe-t-il ? Prenons ces propositions que nous venons d'entendre à l'envers de ce que dit le Concile. Eh bien, les mystères du salut seront pénétrés moins profondément. Cohérence et synthèse seront moins perceptibles jusqu'à l'émiettement. À défaut de travail spéculatif qui sollicite la raison tout en maintenant celle-ci dans sa position ancillaire et au besoin en le lui faisant savoir, une domestique reste debout quand sa maîtresse est assise, les étudiants auront du mal à construire les problèmes ainsi qu'à argumenter. Avec, en conséquence, dans notre théologie contemporaine, si vous voulez, le repli sur un usage que j'appellerais régional de la théologie. Ou bien il est seulement contextuel, ce qui fait de la théologie un succès d'années de philosophie et même de sociologie, sans conserver les vertus de l'une ni de l'autre. Ou bien aussi en procédant par autorité, finalement, en citant des autorités, à toi saint Grégoire, à lui la Bible, à moi saint Augustin, ou Balthazar, ou Ratzinger, même saint Thomas, par bout et par morceaux, fragmentation, ne restent que des opinions, aussi solides et prestigieuses soient-elles. On cite,
on n'argumente plus. On régresse alors de la science à l'opinion vraie, mais à l'opinion, comme disait Platon dans le Théétète. Cela revient à faire de la théologie, ou de la philosophie qui lui est associée, non plus une science conceptuelle, pas davantage une science historique, mais une galerie de beaux textes. Une science littéraire, c'est utile, c'est pas suffisant. Deuxième point, vouloir transmettre. Le spectacle raréfié de ces dernières décennies invite à rouvrir des écoles de théologie ouvertes à Thomas, des écoles de sagesse, des lieux vivants où s'active un groupe humain dynamique à reconstruire des traditions. Entendons par tradition, au pluriel, un savoir qui se transmet. Florian en a parlé tout à l'heure. De telle sorte que le point d'arrivée des générations précédentes devienne le point de départ des générations suivantes. Ma génération est née dans l'après-guerre du thomisme du XXe siècle. Entre des maisons écroulées, des paysages désolés, des populations réduites à la famine, entre fin des idéologies et négligence coupable. La responsabilité des clercs est lourde, clercs profanes ou clercs ecclésiaux. Il a fallu reprendre les fondamentaux, parce que c'était contre ce que voulait le Concile finalement. Il a fallu reprendre les fondamentaux, ce qui a eu lieu avec trop peu d'acteurs toutefois et leur faiblesse, mais désormais une certaine transmission a repris. Le sang circule à nouveau dans les veines du thomisme, on le voit depuis le début de ce tricentenaire, c'est pourquoi nous sommes ici, et c'est un bonheur. Voici un autre exemple, plus ancien, à propos d'héritage, d'avant-guerre, entendons cette fois la vraie guerre, la Seconde Guerre mondiale. Il donne à méditer. Le père de Lubac, pour situer, s'est illustré dans la restitution de Thomas d'Aquin à sa doctrine propre sur la question du surnaturel, autrement dit sur l'articulation entre nature et grâce. Il a désolidarisé Thomas de la théologie postérieure, celle du XVIe siècle, tant dominicaine que jésuite. Une telle théologie se réclamait de Thomas, mais elle donnait plus qu'il ne fallait à la nature, notamment contre les protestants qui minimisaient celle-ci, avec pour effet un dispositif d'étanchéité entre nature et grâce. On commence par la nature, et puis on envisage la grâce, la philosophie, puis la théologie, l'humanisme, puis l'évangélisation, dans l'éducation par exemple, l'homme, puis Dieu. Dieu arrive toujours en second. Et c'est ça dont Lubac a vu le défaut. Lubac voit au contraire d'ailleurs dans cette structuration de l'homme d'abord, Dieu ensuite, la structuration même de l'intégrisme dont le progressisme est une suite logique. Progressisme, intégrisme des années 50 et progressisme des années 70 ne sont pas, voyez, comme un peu un retour de bâton, comme on dit, c'est le même principe qui est à l'œuvre, le même, l'humain d'abord, Dieu après. Et je trouve son analyse extrêmement stimulante. C'est la même idée, au fond. Bref, ce n'était pas saint Thomas, Lubac avait raison, il suffisait de lire l'un à côté de l'autre. Donc il a passé 20 ans de sa vie, en fait, à préparer cette restructuration de surnaturel. Or, et c'est là où je voulais en venir pour l'héritage, l'idée qui a fait son succès, qui a fait son malheur, qui a fait sa gloire éternelle, n'est pas de lui. C'est le père Huby, jésuite, bibliste des années de sa formation, dont le nom est encore dans les premières éditions de la Bible de Jérusalem, mais qui est complètement oublié aujourd'hui. Donc vous devriez vous intéresser à la question du surnaturel. Saint Thomas est sûrement différent de Suarez. Et Lubac va y consacrer sa vie. Donc c'est d'un homme oublié aujourd'hui que Lubac a reçu l'idée qui allait devenir la principale de sa vie, la plus novatrice. Eh bien la tradition, c'est cela. Pour saint Thomas comme pour le reste. Qu'il se soit trouvé quelqu'un qui permette à une génération d'après d'aller beaucoup plus loin, quitte à lui avoir finalement refilé l'idée. Il faut permettre aux plus jeunes de tout recevoir pour qu'ils soient capables d'innover, sans pour autant se définir contre. Mon troisième et dernier point, on demande des acteurs. On demande des philosophes et des théologiens. Soyons honnêtes, saint Thomas est donné à tous, mais il n'est pas pour tous. Pour se former, il est donné à tous. Pour former les autres, il n'est pas pour tous. Il suffit pour le servir d'une toute petite condition, lui consacrer sa vie, ou presque, sans s'interdire bien sûr quelques petits extras. Chacun reste libre de se rattacher à Thomas d'Aquin, ou non, ou de le fréquenter plus ou moins. Bienheureux ceux qui maîtrisent autant les autres auteurs que lui.
À propos de fondamentaux, commençons par lire les passeurs du XXe siècle qui nous conduisent à Thomas, Maritain, Gilson, Chenu, Lubac et donc bien sûr quelques autres. S'ils sont grands, ils nous instruisent, ils nous nourrissent et ils donnent eux-mêmes l'impression, et ils nous donnent l'impression de devenir intelligents. Ensuite, lisons Thomas lui-même. Je finirai par une anecdote. Du temps de saint Thomas, pour lire et pour écrire, il fallait se fournir en parchemin. C'était une ruine. Nous sommes en 1274. Thomas vient de mourir. Imaginez que vous alliez chez un libraire de la rue Saint-Jacques. C'est de ce côté-là qu'il se trouvait. Voilà, je voudrais scanner ou photocopier la somme de tes logis. Vous demandez ça au libraire. J'ai apporté avec moi, ils m'attendent dans la rue, les 200 moutons nécessaires. Je vous remercie. Il y a à l'évidence beaucoup de choses, beaucoup de questions qui se posent. Alors, suivant la coutume, nous prendrons d'abord un temps d'approfondissement pendant une petite dizaine de minutes, puis un temps s'ouvrira d'échange avec la salle. Toutes les questions pourront se poser, avec bien sûr le cap pour nos intervenants comme pour nous de ne pas dépasser les 21h, car un cocktail nous attend et il ne faudrait pas que les mets refroidissent. Alors, peut-être dans un premier temps, histoire de bien replacer les termes du débat, j'ai envie de dire. Effectivement, peut-être, frère Imbrecht, pourriez-vous peut-être replacer la question de l'acte d'être à laquelle vous avez fait référence, très brièvement, peut-être pour que tout le monde comprenne bien de quoi il est question, si cela était possible. La façon dont cela est redécouvert par Gilson, voilà. C'est-à-dire, après 1h du matin, il n'y aura plus de métro. Hein. Comment dirais-je, comme l'avait dit découvert Heidegger à la même époque que Gilson, ils ont eu la même aventure intellectuelle. Finalement, l'histoire de la philosophie et de la modernité en particulier a été celle d'une accentuation progressive du rôle conféré à la raison, à la rationalité et donc à un excès de rationalisme. L'intelligence veut tout, non seulement comprendre ce qui est son rôle, mais tout maîtriser. Tout maîtriser, ce qu'on appelle l'emprise sur les essences, vous voyez, l'essentialisme. Et donc, le danger, paradoxalement, c'est de réduire toutes les métaphysiques à une emprise sur ce qu'on peut connaître. Le problème, notamment, vient lorsqu'il s'agit de Dieu. C'est que Dieu, si on prétend connaître son essence, on le domine. Et ça n'est plus le vrai Dieu, alors, dont on parle. Et Gilson a dit, Heidegger a dit c'est l'oubli de l'être qui a caractérisé tout le monde. Gilson a dit c'est la pente naturelle de l'esprit humain que, au fond, de se saisir de tout ce à quoi il pense. Tous y sont tombés sauf un, Thomas d'Aquin, qui a rendu à l'être quelque chose de plus profond que la considération des essences, c'est-à-dire ce par quoi vous êtes un individu de telle nature, ce par quoi vous avez une essence. Au fond, l'acte d'être, c'est le résultat en nous possédé de l'acte créateur de Dieu. Et ça précède le type de nature que nous sommes. Donc voilà, vous m'avez demandé de répondre, j'ai répondu, je ne l'aurais pas fait. Hein, mais... Donc quelque chose que tout le monde a oublié, oui, tout le monde, Heidegger s'arrête là, sauf Thomas d'Aquin, dit Gilson. Et du point de vue de Gilson, ça projette sur tous les autres une ombre jusqu'à notre époque, dont l'existentialisme, qui est pourtant une réaction aussi, n'est qu'une pâle copie. Si vous souhaitez peut-être rebondir. Non, ça va. C'est que c'était complet, alors dans ce cas-là. Peut-être pour faire une parenthèse historique, pour revenir sur ce que le professeur Florent Michel introduisait, on a parlé à bien des reprises de la question de l'apport actif, notamment de Gilson et Maritain, à la cité. Vous avez fait référence, et par eux, finalement, d'une pensée se réclamant de l'héritage de Thomas, et sur des questions aussi sensibles et finalement actuelles, on peut penser à la question du libéralisme chrétien, dont certains pouvaient être l'auteur. Aujourd'hui, confronté aux questions de laïcité ou de libéralisme, comment finalement on peut se saisir de l'héritage de Gilson et de Maritain sur ces questions-là, et nous en faire de nouveaux perpétuateurs, on pourrait dire. Là aussi, après 1h du matin, il n'y a plus de métro. Mais en quelques mots, c'est vrai qu'il est important de se souvenir que non seulement ils ont une œuvre
philosophiques et qu'ils avaient des engagements donc dans l'université, mais qu'ils étaient également au service de la cité. Et pour Maritain, ça se traduit notamment, par exemple, par l'acceptation de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège après la Seconde Guerre mondiale. Pour Gilson, c'est un bâtisseur, Gilson. Et il va construire des instituts d'études médiévaux, notamment à Toronto, au Canada. Il va également jusqu'à dessiner les plans. On trouve dans la correspondance de Gilson tout le plan de la bibliothèque, par exemple. Et après la Seconde Guerre mondiale, Gilson est très engagé du côté du Monde. Il va publier une centaine d'articles dans Le Monde. Il va accepter de représenter la France à San Francisco, à la conférence de Londres, à la fondation de l'UNESCO. Il va devenir conseiller de la République, c'est-à-dire sénateur dans le jargon de la 4e République, engagé du côté du MRP. C'est incroyable, en fait, l'activité à la fois intellectuelle, politique, humaine, sociale des deux. Et concrètement, sur cette question du libéralisme et de la laïcité, Gilson est catastrophé quand il est jeune de la séparation des églises et de l'État. Il le vit très mal, d'autant plus que c'est la ruine de la maison de formation où il était. Les bons pères doivent quitter la France et la maison est rasée au bout du compte. Et en fait, jusque tard dans les années 30, il aura une vraie amertume à l'égard de la République qui a chassé les bons maîtres qui lui ont transmis l'humanisme qui est le sien. Et cependant, constamment, il a ce souci de bien distinguer. Il a une formule assez amusante une fois, dans un discours. Il faut arrêter de dire « Église, Église, Église » comme des petits moutons, l'un des 200 évoqués par le frère Imbrecht. Ce n'est pas ceux qui crient le plus souvent « Église » qui la servent la mieux. Ce qu'il importe, c'est aussi de préserver. Il est assez libéral, c'est un des éléments que je défends dans la biographie. Le défendant une église libre dans un État libre, c'est un petit peu la position, quand même, pour simplifier, de Gilson, évidemment dans une bonne intelligence des ordres, mais il va se battre dans l'entre-deux-guerres pour la qualité de l'enseignement catholique, qui est un point de fragilité dans l'entre-deux-guerres. Il va chercher à rendre aimable les positions catholiques à l'intérieur de l'université, mais non pas par des pétitions, par des batailles politiques, plutôt par l'intelligence, précisément, et par la redécouverte de tout ce que la modernité doit à la théologie, à la philosophie d'avant. Alors, ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais peut-être que ça suffit quand même pour quelques suggestions. L'idée, bien sûr, est de balayer un petit peu tout ce qu'on vient d'entendre et puis que ça vous instruise, enfin peut-être ça vous inspire plutôt pour poser davantage de questions. En poursuivant avec le frère Marc Millet, une question. Alors, une question qui revient souvent, on entend ça nous souvent dans plusieurs de nos groupes de lecture de l'Institut thomiste, c'est parfois la question de comment arriver à bien retracer la combinaison, pourrait-on même parler de torsion effectuée par Thomas à des corpus aussi sensibles parfois que les enseignements païens, grecs ou de la philosophie arabe. Comment, dans votre travail, finalement, à la Léonine, vous parvenez à retracer, remettre en ordre ? Là aussi, les métros, je crois, cessent vers 1h du matin. La question que vous posez peut être regardée de deux points de vue pour ce qui est de notre travail. Il y a d'abord la question de l'identification des sources. Une des questions qui se pose sans cesse lorsque nous regardons les textes de Thomas, c'est-à-dire quelles sont ces sources. Et je pense par exemple ici au travail du père Gauthier, qui a fait un énorme... dans ses éditions, chaque note de bas de page sur les sources sont quasiment un article à chaque fois, tant il se plaît à montrer la filiation, montrer le terrain dans lequel la pensée de Thomas s'enracine. Donc là, il y a un premier aspect qui est celui des sources. Et comme vous savez, il y a eu, pour le cas d'Aristote, il y a eu de nombreuses, au moins 5 traductions d'Aristote auxquelles Thomas a eu accès. Et donc, cela nous permet à la fois d'avoir des critères externes auxquels je faisais allusion tout à l'heure qui nous permettent de dater certaines œuvres. Je pense par exemple aux commentaires sur Matthieu.
Et d'autre part, cela nous permet aussi de saisir combien Thomas évolue dans ce réseau de pensée. Je crois qu'une des clés, me semble-t-il, mais c'est vrai pour l'exégèse biblique médiévale et pour Thomas et aussi pour son travail théologique ou philosophique, Thomas se situe d'abord dans des réseaux. Évidemment, il se positionne au cœur de ces réseaux, mais il n'est pas en train de créer quelque chose, j'allais dire, ex nihilo, ce dont notre travail rend compte. Ensuite, au niveau de l'acte critique, si vous voulez, les sources se posent parce que, je pense à un cas extrêmement concret, lorsque le copiste va rencontrer une source que lui-même il ignore, ou un nom d'un auteur auquel se réfère Thomas, et avec lequel il est mal à l'aise, il ne voit pas à quoi il se réfère, ça va être souvent, au niveau de notre travail critique, un lieu où nous allons trouver des variantes extrêmement importantes et où chacun va y aller, j'allais dire, de son interprétation, de sa manière de lire le mot. Et on va se trouver face à des leçons qui sont extrêmement fluctuantes et où chaque copiste, ou en tout cas chaque famille de manuscrits, va tenter son identification de l'auteur. Et à ce moment-là, on va se trouver face à des difficultés, mais en même temps qui pour nous sont le signe, pour le coup, de l'originalité de Thomas, et en même temps du fait que ces copistes n'avaient pas forcément la même culture que celui qu'ils étaient en train de copier. Je crois qu'il est 20h49, il nous reste 1 minute avant de passer aux questions de la salle. J'aurais peut-être une dernière question. En un mot, si vous deviez, expliciter la position de saint Thomas, est-il une source ou une racine pour notre temps? Si vous deviez très très brièvement, avant que le métro ne ferme. C'est pour moi? Pour tout le monde, pour chacun d'entre vous. J'aime pas beaucoup la thématique des racines, comme on l'emploie pour certaines traditions religieuses. Les rhizopodes, quand même, c'est pas très élégant quand même de dire que les gens ne sont pour nous que des racines, comme compliment. Non, s'il n'y a pas un arbre qui a bien poussé, qui est bien touffu, la racine est invisible. Ce qui est invisible est oublié. Oublié. Je suis aussi très dubitatif sur la racine. Je partage complètement le point de vue de mon frère en religion. Par contre, je penserais plutôt à une ressource. Les termes du concile que nous avons entendus tout à l'heure nous proposent de cheminer avec Thomas, avec ce maître. Et me semble-t-il qu'il y a là une sorte de ressource disponible. Voilà. Je prends un trait d'humour d'un de mes frères qui me dit « Il y a déjà tellement de textes de Thomas, avec des variantes, et toi, tu en produis un autre qui n'a jamais existé, qui ne correspond à aucun. » Le texte critique que l'on produit à la fin ne correspond à aucun de ceux qui existaient précédemment. Et effectivement, c'est cela. Je veux dire, c'est une ressource à laquelle nous puisons et nous proposons encore quelque chose aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que j'entendrai Thomas comme ressource. Et quant à Gilson, pardon, vous l'avez quant à Gilson, il emploie très peu la figure de la racine. Il emploie davantage l'image de la chaîne, de la transmission, l'image de l'arbre, ça c'est plus fréquent chez lui, et l'image de la source. Je vous livre cette citation de 1946. Un journaliste lui demandait pourquoi il était devenu thomiste, et il répond « Parce que j'ai découvert que ce qu'il y avait de meilleur dans les grandes métaphysiques du XVIIe siècle n'était que des fragments d'une métaphysique plus profonde, celle du Moyen-Âge, alors que nous disposions d'une source, nous tournions des robinets. » Et Gilson a beaucoup d'humour, Gilson est très drôle, et les robinets, il évoquait précisément les existentialistes de son temps, les Sartre, les Heidegger, tous ces auteurs également, le danois, et il en a au danois, vous voyez de qui je veux parler, Kierkegaard bien sûr, et donc qu'il tient pour des robinets alors que saint Thomas est une source. Voilà. Pardon, je voulais demander, vous avez dit tout à l'heure, nous avons beaucoup d'autographes de Thomas. Il y en a tant que ça, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont en photo, la Contra Gentiles, des pages magnifiques à voir, mais il y en a beaucoup des textes écrits avec son écriture. Alors, par rapport à d'autres auteurs médiévaux, effectivement, nous disposons de relativement beaucoup d'autographes de Thomas. Donc il y a une partie du Contra Gentiles, comme vous venez de dire. Nous avons aussi le 3e livre des sentences en autographe.
Nous avons aussi le manuscrit de Naples qui reprend donc alors ce n'est pas écrit de Thomas, c'est Thomas qui écrit le cours d'Albert le Grand qui commente Denis. Nous avons le très émouvant autographe du commentaire sur Isaïe, une partie à partir du chapitre 37 des collations sur Isaïe, qui est un texte, donc c'est sans doute un des tout premiers cours de Thomas ici à Paris. Nous sommes en 1252 et le maître Thomas est optimiste. C'est le début de l'année, il a du temps, il écrit bien, et puis au fur et à mesure que l'année avance, il a de moins en moins de temps, et donc voilà, il va au plus court, au plus rapide. Et puis, je suis en train de chercher dans ma mémoire en même temps que je vous parle. Il y a aussi donc le commentaire de Boès sur Boès, donc sur la Trinité. Oui, la Trinité, le commentaire sur la Trinité de Boès. Et puis, j'ai l'impression d'en oublier, mais enfin bon, voilà. C'est beaucoup et pas beaucoup, oui. Oui, oui.